Cette crise des migrants, c'est du jamais vu depuis la guerre. C'est vous-même qui l'avez dit. Alors on va prendre le temps parce qu'on se pose, je me pose aussi, les Français se posent beaucoup de questions simples, concrètes, qu'on peut résumer en 5 questions. Combien de migrants sont réellement attendus en France? Qui? Est-ce qu'on accueille aussi des migrants économiques, entre guillemets? Pourquoi, autrement dit, est-ce que c'est une opportunité, une chance pour la France, ou plutôt un défi, voire une épreuve? Comment est-ce qu'on en a les moyens? Puis enfin, on évoquera l'attitude de l'Allemagne et de cette idée qu'on entend beaucoup de l'appel d'air. Alors, on prend les questions dans l'ordre. La France s'est engagée à recevoir un quota de 30 000 migrants, si on fait le total. 24 000 plus 6 000. C'est notre quota sur 160 000 personnes en Europe. Sauf qu'on sait que ce ne sont pas 160 000, mais 3 fois plus, près de 500 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. Ce sont les chiffres officiels. Alors la question est simple. S'il faut aller au-delà des 30 000, ce qui paraît être l'évidence, en tout cas que ce chiffre sera dépassé, et en accueillir 3 fois plus, est-ce qu'on le fera? D'abord dire, David Pujadas, et vous l'avez rappelé, qu'il y a en effet 500 000 entrées irrégulières des demandeurs d'asile, c'est-à-dire, il faut être précis, des Syriens, des Irakiens qui fuient la guerre, la torture, les persécutions du régime de Bachar el-Assad, mais aussi de l'organisation terroriste Daesh, qui demandent la protection. 500 000 personnes, avec sans doute aussi des migrants irréguliers, économiques, qui viennent d'autres pays, et notamment des Balkans. 500 000 personnes qui viennent en Europe chercher cette protection ou un jour meilleur. Et l'honneur de l'Europe et de la France, en l'organisant avec maîtrise, c'est d'accueillir ces réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un an, la diplomatie française, le gouvernement français se sont mobilisés pour faire en sorte que l'Europe se donne des moyens d'accueillir ces réfugiés. Mais dans quelle mesure pour la France? C'est ça la question. Vous dites 30 000 parce que c'est 160, mais vous dites vous-même c'est 500 000 en fait. Donc est-ce que ça veut dire que ce serait 90 000 pour la France? Est-ce qu'on est prêt à accueillir 90 000? La Commission européenne a proposé l'accueil de 160 000 demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui fuient la guerre et la torture. Et la France, vous l'avez rappelé, a proposé d'en accueillir 30 000. Mais vous savez que ça ne sera pas plus? Ça ne sera pas plus, parce que je crois qu'il y a un message, un double message très important à faire passer. Il y a cette tradition d'accueil, le droit d'asile, qui est un droit international, un droit constitutionnel, un droit inscrit au cœur même des valeurs de notre pays, de la République, de la France. Nous avons accueilli, c'est une tradition, c'est inscrit dans nos valeurs, depuis des décennies, ceux qui fuyaient Franco, les républicains espagnols, ceux qui fuyaient la dictature de Pinochet, ceux qui fuyaient la dictature du bloc communiste, du bloc soviétique. Ça a toujours été ainsi pour la France. Mais en même temps, il y a un message très important. Nous ne pourrons pas, en Europe, accueillir tous ceux qui fuient la dictature en Syrie. Pardon, mais ils sont déjà là, les 500 000. Je rappelle qu'il y a 20 millions de Syriens. 9 millions de Syriens déplacés dans leur propre pays. 5 millions qui, pour beaucoup, sont en Jordanie, au Liban, en Turquie, souvent dans des camps de réfugiés, mais aussi parfois dans des villages et vivant dans des conditions extrêmement précaires. Beaucoup, aujourd'hui, ont décidé d'aller vers l'Europe. Depuis quelques années, nous avons déjà accueilli plusieurs milliers de Syriens. Je pense notamment aux Syriens chrétiens, des minorités. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'on peut faire passer un message qui consiste à dire « venez tous en Europe » Ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faut s'organiser, et c'est pour cela qu'il faut, à la source, s'attaquer au problème. On parlera sans doute de la Syrie, on y viendra, mais pour que les c'est choses soient bien d'abord claires. Dans les camps de réfugiés, dans les pays comme le Liban, la Turquie et la Jordanie, qui sont en première ligne, qui sont les voisins de la Syrie. Et l'Europe a donné 1 milliard hier pour cela. Oui, c'est très important d'aider et la Turquie et le Haut Comité aux réfugiés, mais aussi le Programme alimentaire mondial, et la France va y contribuer. François Hollande l'a annoncé, pour 100 millions, pour aider ces grandes organisations humanitaires. Pour que les choses soient bien claires, les 340 000 autres qui sont déjà en Europe, pour nous, ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire les quotas, c'était valable une seule fois pour les 160 000 premiers, pas pour les 340 000. Vous savez que je n'ai jamais utilisé, nous n'avons jamais utilisé avec Bernard Cazeneuve, qui suit très concrètement ce dossier, qui fait un travail tout à fait remarquable de précision, parce que la précision, elle est indispensable sur des dossiers aussi complexes que celui-ci. Il y a une première condition
pour que le plan d'ensemble que nous avons souhaité fonctionne. C'est qu'on ait des centres d'accueil pour identifier... Ça, c'est dans quelques mois. Oui. Mais dans l'immédiat, les 340 000, en plus par rapport aux 160, sont déjà là. Mais c'est essentiel d'abord qu'il y ait ces centres d'accueil, d'identification pour tous ceux qui demain viendront, pour pouvoir distinguer ceux qui ont droit à l'asile et ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, parce que ce sont des migrants économiques qu'il faut évidemment respecter, mais qu'il faudra reconduire dans leur pays respectif. Enfin, la répartition de ceux qui sont en Europe ne peut pas se faire vers les autres pays, nous l'avons déjà dit, depuis l'Allemagne, où ils sont allés, parce qu'il y a eu un appel de la chancelière Merkel, ou d'Autriche. Donc la position de la France, elle est très claire. Les 30 000 seront accueillis sur les 2 ans qui viennent, au nom même de l'idée que nous nous faisons du droit d'asile. Et ensuite, il faut organiser les choses de telle manière qu'on puisse répartir les réfugiés. Mais la France n'en prendra pas plus, c'est ce que vous dites. Vous direz non à Berlin, vous direz non à Bruxelles. Mais la question ne s'est pas posée. Les quotas, on l'a fait une fois et pas plus. Non, et dans les décisions qui ont été prises par l'Union européenne, il n'y a pas un mécanisme de répartition permanente. Nous ne le souhaitions pas, la France ne le souhaitait pas. Et sur tous ces sujets, à chacun des autres pays depuis un an, de les contrairement prendre. à ce que j'ai entendu, ce sont les positions de la France, centre d'accueil, d'identification pour les réfugiés. Nous évoquons un autre sujet qui est celui des frontières, qui est évidemment majeur. Surveillance aux frontières Schengen, ça fait partie du plan européen. Mais c'est très important. Les frontières, elles existent. La France est toujours la France, l'Allemagne est toujours l'Allemagne, l'Italie est toujours l'Italie. L'espace Schengen, nous devons le préserver. C'est la libre circulation au sein d'un espace qui est celui de l'Union européenne. Mais pour que Schengen soit viable, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il faut que sur les frontières, il y ait des gardes-frontières, une véritable organisation, parce que... On est loin du compte. On est loin du compte. Nous sommes très loin du compte, David Pujalas. Il faut dire cette vérité aux Français et aux Européens d'une manière générale. Il faut donc des frontières qui soient protégées, je pense à la Grèce, à l'Italie, mais évidemment aussi à d'autres pays comme la Hongrie. L'Union européenne a droit à avoir des frontières, sinon l'espace Schengen lui-même ne marchera pas. Et donc c'est bien un plan d'ensemble, centre d'hébergement, centre d'accueil, centre d'identification, frontières sûres, protégées pour l'Union européenne, et la répartition sur la base des chiffres. Mais seulement une fois pour la France, on n'en prendra plus d'autres, réfugiés politiques. On a compris. Et nous n'avons pas fait ce choix d'un appel. Et puis, regardons les choses objectivement. La France a accueilli, depuis 3 ans, en moyenne, 66 000 demandes d'asile. Ce ne sont pas forcément après des demandeurs d'asile. 66 000. C'est 3 ans qui viennent de s'écouler. L'Allemagne, 400 000 en 2014. Sans doute, l'Allemagne va avoir entre 800 000 ou 1 million de demandeurs d'asile. Ce sont là les ordres de grandeur. Donc ça veut bien dire qu'il y a une grande différence entre la situation que connaissent l'Allemagne, l'Autriche, la Suède. La Suède, aujourd'hui, c'est 1 000 réfugiés par jour qui rentrent dans ce pays. Nous n'avons pas fait ce choix. Nous avons fait le choix de faire vivre pleinement l'asile. C'est notre tradition, mais avec une idée qui me paraît essentielle, qui est la maîtrise. Il faut faire preuve de solidarité, d'humanité, de générosité, faire vivre ce droit qui est le droit d'asile, et en même temps, il faut maîtriser, parce qu'il y a des peurs, il y a des fantasmes, les Français, nous y reviendrons, se posent des questions, il faut y répondre. Tout à fait, ils seront là pour vous en parler. Donc l'idée de la maîtrise, du sérieux, de la responsabilité, c'est ce que la France, à travers le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, n'ont cessé de dire, de faire, et encore une fois, je le répète, ce sont les vues, le plan français qui se sont imposés. Et précision importante, vous l'avez déjà laissé entendre, mais vous pouvez nous le confirmer, parmi ces 30 000 personnes, il n'y aura que des réfugiés politiques. Les migrants économiques ne seront pas acceptés, et si le statut de réfugié politique leur est refusé, ils seront reconduits à l'extérieur ? Bien sûr. Si nous avons réformé le droit d'asile, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais engagé cette réforme. Sur la base d'ailleurs d'un rapport bipartisan, parlons français. J'avais demandé à un député socialiste, Jean-Louis Touraine, et à une sénatrice UDI, Valérie Létard, de consulter l'ensemble des associations, des organisations non gouvernementales, de ceux qui suivent très précisément ces questions, pour réformer le droit d'asile. Parce que qu'est-ce qui ne fonctionne pas depuis des années ?
c'est que le temps d'instruction est beaucoup trop long. En moyenne, il était de 24 mois, faute de moyens et faute de procédures qui soient beaucoup plus rapides. Donc les gens s'installent. Donc les gens s'installent, fondent une famille, et ça devient impossible de les reconduire à la frontière quand ils ont été déboutés. Demain, ça va changer. La réforme que nous avons menée, que Bernard Cazeneuve a menée, c'est de ramener ces délais avec des recours, bien sûr, car là, c'est le droit qui s'impose, et ce n'est pas que le droit français, c'est le droit européen, c'est le droit international, 9 mois, parce que ceux qui sont déboutés du droit d'asile doivent être reconduits à la frontière. C'est aussi pour cela que nous avons créé 900 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires pour aider la police, les forces de l'ordre d'une manière générale, qui ont déjà des défis considérables, la menace terroriste, la lutte au quotidien contre la délinquance, pour donner plus de moyens à nos forces de l'ordre, à la police des airs et frontières, pour être encore plus efficaces. Car pour que le droit d'asile fonctionne, il faut que ceux qui sont déboutés soient reconduits à la frontière, sinon, Ce qui n'est pas le cas actuellement. sinon on met en cause le droit d'asile. Alors j'ai une question très simple. Regardez, il y a quelques années, un ancien ministre, Bernard Stasi, écrivait un livre intitulé, on va la voir cette couverture, L'immigration, une chance pour la France. Est-ce que, au-delà du devoir d'asile politique et puis au-delà des problèmes logistiques immédiats, est-ce que cette nouvelle immigration est une chance pour la France, d'après vous, votre conviction? Mais attention à ne pas tout confondre. Le droit d'asile, il faut qu'il vive en dehors même J'ai dit du au-delà de débat notre devoir. sur Mais certains l'immigration. considèrent, Jacques Attali par exemple, on l'entend dire, c'est une chance pour la France d'accueillir ces Syriens qui sont souvent formés, éduqués, qui vont payer nos retraites dans quelques années. Mais nous Est-ce que votre accueillons conviction, c'est déjà 200 000 personnes environ tous les ans sur la base du regroupement familial, des étudiants bien sûr, c'est très important parce que la France, à travers ses universités, a une parole à faire passer dans le monde, à des grandes universités. Nous devons accueillir des étudiants diplômés de haut niveau qui viennent de tous les continents. Il y a une immigration économique, mais qui aujourd'hui déjà depuis plusieurs années est faible, entre 14 000 et 16 000 personnes. Nous avons une démographie, contrairement à l'Allemagne, positive. Je le rappelais il y a un instant, dynamique, c'est une bonne chose pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir aussi des retraites, mais évidemment, ça pose aussi des questions redoutables sur le marché du travail. Donc, on n'en a pas besoin, ce n'est pas forcément une chance d'accueillir ces réfugiés politiques, au-delà de notre devoir, encore une fois. L'immigration a toujours été une chance pour notre pays. L'apport, une sédimentation régulière, ceux qui sont venus d'Italie, d'Espagne, on peut en parler tous les deux, cher David Pujadas, de l'Est de l'Europe, qui sont venus d'Afrique, du Maghreb, qui aujourd'hui viennent du monde. Mais tout cela doit être maîtrisé, organisé, pour faire en sorte que ceux qui arrivent puissent trouver un logement et un emploi. Il y a quelques mois, après les terribles attentats contre Charlie Hebdo, contre des policiers, contre des Français parce qu'ils étaient juifs, après cette formidable manifestation du 11 janvier, beaucoup de questions se sont posées sur les fractures de la France. J'ai moi-même intervenu longuement Vous avez à parlé l'Assemblée d'apartheid. nationale. J'ai parlé d'apartheid territorial, social, ethnique. J'ai parlé de ces fractures. Parce que l'actualité nous impose ce sujet grave, il faut le traiter avec sérieux et avec gravité, et qu'on oublie ce que nous avons dit, ce que nous avons engagé en matière de priorité à l'école, de reconstruction de nos quartiers populaires. Si nous oublions ça, alors que nous avons là aussi des défis considérables d'intégration, de citoyenneté, pour faire en sorte que ceux qui sont souvent les enfants, les petits-enfants de l'immigration d'hier, mais qui ont été confinés dans les quartiers populaires, qui connaissent un chômage plus important, qui connaissent l'échec scolaire. Si aujourd'hui on considère qu'on a encore besoin davantage d'immigration et qu'on ne sait pas l'organiser, alors nous aurons dans 10, 15, 20 ans exactement les mêmes problèmes. Bien. Quatrième question, comment fait-on? Et là, on en vient, j'allais dire, au problème matériel immédiat d'une certaine manière, mais aussi à la cohésion, un peu pour accueillir ces réfugiés. Sur ce point, je voudrais qu'on entende deux personnes qui sont engagées directement, dans deux directions contraires d'ailleurs, dans cette crise des migrants. Elles vont s'adresser à vous. Faiza Ben Mohamed, bonjour. Bonjour madame, vous avez 30 ans, vous avez 2 enfants, vous vivez à Nice et vous travaillez dans l'hôtellerie, vous aidez ces migrants, vous leur donnez de quoi manger, de quoi se couvrir à travers une association, la Fédération des musulmans du Sud, qui agit aux côtés du Secours catholique.
ou de la Croix-Rouge notamment. En 2 mots, concrètement, comment ça se passe? Vous allez à leur rencontre dans la rue ou dans des foyers? Vous les aidez aussi à remplir les papiers administratifs, c'est ça? Alors en fait, nous, on s'installe 4 fois par semaine devant la gare de Niceville depuis juillet 2014. Juillet 2014, il y avait un très grand flux migratoire qui venait de Syrie, qui est toujours pas terminé d'ailleurs. De Syrie déjà? Oui, déjà en juillet 2014, sauf que les médias n'en avaient pas parlé et que finalement c'était passé à la trappe parce que le flux migratoire qu'il y avait en gare de Nice, je parle uniquement à Nice parce que c'est mon seul domaine, le seul domaine que je connaisse, il y avait 300 à 400 migrants le soir qui venaient. Personne n'en a parlé. Ces gens-là, ils sont partis, les frontières étaient ouvertes et finalement, ils venaient d'Italie, ils sont partis. On ne sait même pas s'ils sont restés en France, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus finalement. Et j'ai vraiment l'impression que ce problème-là, on l'a créé en fermant des frontières parce que finalement, quand personne n'en parlait, c'est passé inaperçu. Tout le monde a pu partir. Peut-être qu'ils étaient moins nombreux aussi. Ils étaient moins nombreux, effectivement, mais sur Nice, ils étaient plus nombreux. Et pourtant, on n'a pas entendu d'élus locaux se soulever sur ce problème-là. On n'a rien entendu à ce moment-là. C'est vraiment passé inaperçu. En tout cas, vous leur consacrez plusieurs heures par semaine. Oui. Vous les aidez matériellement. On distribue des repas, donc les 4 fois par semaine. On s'installe devant la gare avec une table. On distribue des repas. À la base, c'est des SDF locaux et des nécessiteux niçois qu'on aide. Je préfère le préciser pour couper court au fantasme d'abandon du SDF français au profit du réfugié étranger. Alors, vous dites, quand on s'est parlé au téléphone, vous dites, face à une situation exceptionnelle, la France devrait apporter une réponse exceptionnelle. Qu'avez-vous à dire au Premier ministre sur ce sujet? Pour moi, j'ai l'impression, bonsoir Monsieur le Premier ministre, Bonsoir. J'ai vraiment l'impression que dans les médias et sur tous les plateaux où vous intervenez, le problème est déshumanisé. Et j'ai l'impression d'entendre juste des chiffres, 500 000, 200 000, 24 000, 30 000, 6 000. 24 000, c'est différent que 24 001. Il y a une vie en plus, et si vous arrivez à sauver une vie en plus, ça n'a pas de valeur pour ces gens-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se retrouve, nous qui sommes sur le terrain, on se retrouve à voir des familles, des enfants déscolarisés, à voir des familles, des enfants qui marchent pieds nus, qui arrivent, qui nous racontent leur périple et qui sont partis depuis des mois, qui ont tout quitté et pour eux, c'est l'espoir. L'Europe, c'était l'espoir. Et finalement, ils se retrouvent avec une Europe qui leur claque la porte au nez. Quand vous partez de Syrie, par exemple, que vous expliquez à vos enfants que ça y est, c'est fini. Vous êtes partis, vous fuyez le choix du roi entre Bachar al-Assad ou l'État islamique. Vous fuyez, vous promettez à vos enfants quelque chose qu'ils n'auront jamais. C'est-à-dire que ces gens-là, ils arrivent en France. Et finalement, ils se retrouvent sur les marches de la gare de Nice à avoir traversé 26 000 Nice à pied parce que la frontière est fermée, qu'il n'est pas possible pour eux, qui sont forcément en situation irrégulière, parce qu'on leur permet pas de rentrer en France, on leur permet même pas de pouvoir faire leur demande d'asile puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Par 26 000, je parle. Ils n'ont pas le droit d'y rentrer. Bon, vous dites la France doit faire plus. Pour moi, la France doit ouvrir les frontières et doit permettre à ces gens-là de s'intégrer. L'immigration, il ne faut pas la voir comme une peur, il faut vraiment la considérer comme une richesse. Il faut dans une situation exceptionnelle, parce que ce n'est pas tous les ans que ça arrive, c'est une situation exceptionnelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pour une fois dans l'histoire, avec un grand H, une solution qui privilégie l'humain à l'intérêt économique? Manuel Valls vous répond. D'abord, il faut saluer l'engagement des Français. Il y a de la générosité dans ce pays. Il y a du cœur. Il y a des élus qui se sont portés volontaires pour accueillir des réfugiés de droite ou de gauche, même si malheureusement, il y a eu aussi des élus qui ont souhaité ne pas en accueillir ou qui ont même expliqué qu'il fallait accueillir que les chrétiens et pas les musulmans. Mais je retiens qu'il y a de la générosité, de la force. Et puis, les Français ont été touchés, marqués, vous l'étiez avant, mais par l'émotion, par les images. Ces 71 corps sans vie dans un camion en Autriche, l'image qui a fait le tour du monde de ce petit garçon mort sur une plage, pour une plage turque. Il y a des associations, il y a des organisations non gouvernementales, il y a les cultes, les églises, l'Église catholique bien sûr, qui suit l'appel du pape François, mais tous les cultes qui se sont engagés. Il y a des citoyens qui veulent s'engager et recevoir. Donc vous dites l'État ne peut pas tout. Non, je ne dis pas ça. L'État doit assumer ses responsabilités. Nous accueillons déjà depuis plusieurs années, je l'ai dit tout à l'heure, ces réfugiés syriens. Nous avons accueilli aussi des Tunisiens. Il y a aussi des réfugiés qui traversent la France pour aller en Grande-Bretagne. Vous connaissez la situation de Calais, à Vintimille, c'est-à-dire sur la frontière franco-italienne. Il y a quelques années, il y a eu les Tunisiens qui sont arrivés. Il y a un flux relativement permanent, pas seulement de Syriens, mais d'Érythréens qui fuient un régime épouvantable,
de Soudanais du Sud, où il y a la guerre, d'Éthiopiens, de migrants économiques qui viennent aussi d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a une situation difficile. Si notre message, au-delà de la générosité, de l'humain, que ce sont des situations, vous avez parfaitement raison, madame, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des êtres humains. Souvent d'ailleurs, ceux qui viennent de Syrie, on pourrait dire comme ça, de classe moyenne, des médecins, des professeurs, des ingénieurs. Je ne dis pas ça pour qu'il y ait une classification particulière, mais qui fuient, oui, vous avez raison, deux terreurs, celle de Bachar el-Assad et celle de Daesh, de l'État islamique, qui organise des attentats, je le rappelle, contre la France. Mais si notre appel, c'est de dire, vous devez tous venir, c'est un appel pour tout le monde, mais nous serons totalement débordés. Je prends un exemple. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, d'après vous, à tort? Non, nous restons très solidaires des Allemands. Oui, mais l'Allemagne a fait des choix différents de ceux de la France, et je respecte le choix de la chancelière Merkel. Mais il y a sans doute 800 000 à 900 000 personnes qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, la situation reste difficile en Allemagne. Par exemple, à Berlin, il y a 26 000 réfugiés de mémoire. Tous les gymnases de la ville accueillent ces réfugiés. Il n'y a plus, vous me direz que ce n'est pas l'essentiel, plus aucune activité sportive. Et je dis tout simplement parce que dans la ville, commence à y avoir, comme dans d'autres villes allemandes, de la tension. Donc, il faut maîtriser ce message. Et je le dis, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, il y a deux messages, même s'ils sont différents du point de vue de la philosophie et de ce rapport à l'humain que vous évoquiez. Il y a le message qui consiste à dire « tout le monde peut venir ». Si tout le monde vient, nous créerons les conditions d'un drame humanitaire en Europe et en France, pas pour les Français et les Européens seulement, mais d'abord pour ces populations. Et il y a l'autre message qui consiste à dire on met des barbelés, on ferme les frontières, on n'accueille pas, ça n'est pas possible. Donc, la seule voie possible, c'est celle que nous avons défendue avec Bernard Cazeneuve, c'est la maîtrise, l'organisation et l'accueil dans des bonnes conditions. Un mot encore à Vintimille, puisque là, nous avons déjà suspendu Schengen, ou plutôt nous avons appliqué une des possibilités que donne Schengen, de fermer la frontière. C'est-à-dire de retrouver, de rétablir les contrôles à la frontière. Nous l'avons fait ce printemps. J'étais moi-même d'ailleurs venu à Menton. Et là, il faut le dire, la police française, qui fait un travail difficile, et je veux saluer ce travail, a procédé à 20 000 interpellations, des reconduites à la frontière, car tous ceux qui sont interpellés ne sont pas des Syriens. Les Syriens ont le droit à l'asile, d'autres qui n'ont pas droit à l'asile sont reconduits à la frontière. C'est comme ça qu'on peut comprendre une politique migratoire et qu'on peut comprendre l'application du droit d'asile. C'est le sérieux, la responsabilité, tout en faisant vivre ces valeurs de solidarité et de générosité que vous évoquiez. Ça vous paraît raisonnable ou ça vous choque qu'on fasse une différence entre ceux qui ont le droit à l'asile politique et ceux qui n'y ont pas droit, Madame Ben Mohamed? Ceux qui ont droit à l'asile politique, ceux qui viennent de Syrie parce que finalement ils sauvent leur peau, entre guillemets, je pense que le cas d'un Érythréen ou le cas d'un Somalien, il sauve sa peau aussi, Monsieur Valls. Un Érythréen, le plus souvent, a droit à l'asile parce qu'il fuit en effet un régime tout à fait épouvantable. Et très souvent, ceux qui viennent de Somalie ou du Sud-Soudan ont droit aussi à cet asile. En ce moment, sur Nice, j'ai déjà assisté à des interpellations de réfugiés qui sont en train de prendre des repas, qui sont renvoyés sur la frontière italienne. Comment est-ce que vous pouvez leur demander d'être en situation régulière, entre guillemets, si on ne leur permet ni de venir déposer l'asile, ni de pouvoir ne serait-ce que passer une nuit sur Nice? On est passé, avant que vous fermiez la frontière le 11 juin à Menton, on avait 200 à 300 personnes qui montaient et qui, en plus, ne voulaient pas rester en France. Il faut vraiment le préciser. Je pense que vraiment, il y a des moments où la France fantasme sur le fait que les gens veulent venir ici pour rester et pour s'installer. Les gens, ils n'avaient pas du tout vocation à rester ici. Beaucoup veulent aller en Grande-Bretagne. Ils veulent aller en Grande-Bretagne ou en Allemagne, effectivement. Parce que l'accueil doit s'organiser depuis l'Italie. Ce sont les règles européennes. Et nous en parlons souvent avec les fameux hotspots dont vous parliez tout à l'heure. Ces centres d'accueil et d'identification. Parce que c'est très important de pouvoir distinguer. Si vous voulez, si on ne distingue pas le demandeur d'asile, celui qui fuit la guerre en Syrie, en Irak, en Érythrée ou dans le sud du Soudan ou d'autres pays, nous continuerons, nous, à accueillir des demandeurs d'asile qui viennent d'autres pays. Si demain il y avait, je ne le souhaite pas bien sûr, dans un pays d'Afrique francophone, des drames, la nécessité pour des milliers de personnes de partir, qui choisiraient bien sûr à ce moment-là la France, puisqu'ils ont un lien avec ce pays, l'histoire, la langue des familles, nous accueillerions bien sûr
ces demandeurs d'asile. Mais si on ne distingue pas le demandeur d'asile de celui qui fuit aussi la faim, qui fuit bien sûr une situation économique redoutable, qui pense qu'au nord, c'est-à-dire en Europe, il y a de la richesse. Mais si nous ne distinguons pas le demandeur d'asile du migrant économique, c'est le droit d'asile qui meurt. Je rappelle par ailleurs, c'est très important pour les Français, que les migrations, essentiellement, se font non pas du sud au nord, c'est 20% de la population mondiale, c'est déjà considérable, mais c'est d'abord du sud au sud. Et que les pays, par exemple, en Afrique, les pays africains connaissent eux-mêmes ces mouvements migratoires et que les camps de réfugiés les plus importants sont au cœur même de l'Afrique et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Autre son de cloche. De vie extrêmement difficile. Bonsoir Romain Bonnet, vous avez 28 ans, vous êtes chaudronnier, soudeur, vous vivez à Loudun, près de Poitiers, 7000 habitants, et vous avez lancé une pétition non au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Loudun, une pétition qui a recueilli plus de 1500 signatures. Depuis, le centre a bel et bien été installé. Je précise aussi, parce qu'on le précise toujours, que vous avez votre carte des Républicains. Pourquoi étiez-vous opposé à ce centre, d'un mot ? On était opposé à ce centre parce que simplement il a été imposé, enfin pas que simplement, beaucoup de questions se sont posées autour de ce centre, mais c'est qu'il a été imposé à la population, aux élus locaux. Du jour au lendemain, on a appris via la presse locale qu'un centre de demandeurs d'asile, 90 migrants, allait s'installer à Loudun, cette petite ville de 7000 habitants, où je tiens à rappeler, les chiffres du chômage encore, monsieur Manuel Valls, ne sont pas bons aujourd'hui. Mais à Loudun, ils sont encore plus catastrophiques. Près de 16% de chômage. Donc au-delà, ce centre de demandeurs d'asile, cette nouvelle politique de desserrement que vous avez appelée pour essayer d'enlever une partie des migrants à Calais ou dans les villes qui sont aujourd'hui, on va dire, dépassés par la situation, les mettre dans des petites villes, bien souvent dans des territoires ruraux, touchés déjà durement par la crise. Attendez, ils n'ont pas forcément vocation à travailler dans la mesure où ils sont demandeurs d'asile. Tout à fait. Pas droit au travail, en tout cas, avant plusieurs mois. Tout à fait, le temps que leur demande soit examinée. Et on sait, aujourd'hui, c'est les chiffres, 75% sont déboutés de leur demande. Et donc, 25% ont leur demande d'asile acceptée. Et sur ce territoire-là, où ils ont fait leur demande, où ils ont commencé peut-être à avoir des enfants à l'école, ou peut-être s'intégrer, comment vont-ils pouvoir travailler avec autant de chômage? Comment vont-ils pouvoir s'intégrer? La réponse, elle est bêtement, ils ne pourront pas s'intégrer dans une France qui est déjà directement touchée par la crise, cette France du monde rural, loin de Paris, dans la province. C'est la réalité aujourd'hui, Manuel Valls, de la situation à Loudun. Donc vous dites au Premier ministre qu'il est vain d'essayer de tenter d'accueillir d'autres réfugiés politiques parce qu'on en a en clair pas les moyens, on n'a pas la santé économique qui nous permettrait de le faire, c'est bien ça? Ça va être particulièrement compliqué de pouvoir intégrer ces personnes-là à l'intérieur des territoires qui sont touchés par la crise. J'entends, il faut avoir aussi ce côté humain. Les réfugiés, oui, les Syriens, oui. On sait qu'aujourd'hui, je vais donner 2-3 chiffres, seulement 25% des migrants identifiés qui sont rentrés à l'intérieur de l'espace de Schengen sont des Irakiens et des Syriens. Donc il y a une migration économique. Vous avez dit, il y a eu beaucoup de paroles. Les paroles, elles sont là aujourd'hui. Vous en sortez quelques-unes. Il y a très peu d'actes. Parce que depuis janvier 2014, on est face à un flux migratoire sans précédent, vous l'avez rappelé, depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez fait? On a senti, vous avez navigué à vue sur ces questions-là. Un coup, on ne crée pas ces fameux centres d'identification. Un coup, on les crée. Vous n'avez pas rassuré les Français sur cette question-là. En tout cas, restons sur Loudun, si vous le voulez bien, parce que c'est votre expérience. D'ailleurs, ce centre, il a ouvert depuis. Comment se passent les choses là-bas? Moi, je suis assez rassuré personnellement. Le temps que alors, si vous êtes rassuré, tout va bien. Manuel Valls, oui. vous avez une équipe de communication. Non, écoutez, Manuel Valls, vous êtes un professionnel politique. J'ai 28 ans, je suis ouvrier. N'essayez pas de me déstabiliser. Je ne vous déstabilise pas. D'accord. Je vous déstabilise pas. Si donc, vous êtes... la question, je ne vous ai pas coupé la parole. Allez-y. Je vous laisserai parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous êtes presque professionnel.
pendant cette demande d'asile qui dure entre 9 mois, peut-être même un peu plus, puisqu'il y a des recours, ces gens seront à l'intérieur du centre, auront 11,45 €. Donc, auront cette sécurité de pouvoir vivre au quotidien, malgré cette maudite somme. C'est au lendemain où ces gens sont déboutés de leur demande sur un territoire tel que celui de Loudun, où les on risque vraiment d'avoir aujourd'hui des gens qui vont se promener dans les rues. Ils vont faire quoi? Ils ne pourront pas travailler, ils n'auront pas de papier. On sait qu'ils ne sont pas reconduits à la frontière. Seulement 90%, 10% sont reconduits dans leur pays d'origine. Alors ça, c'est une remarque précise. C'est des paroles, c'est des chiffres. Ça parle. Monsieur le Premier ministre. L'émission s'appelle des paroles et des actes. On attend les actes. Absolument. Mais les actes, ils sont là. Sur des dossiers qui sont compliqués, qui ne méritent pas, c'est pas ce que vous avez fait forcément, de la simplification. Parce qu'il y a cette demande d'asile qui est maîtrisée en France. Je rappelle les chiffres. 66 000 demandeurs d'asile depuis 3 ans en moyenne tous les ans. Donc il n'y a pas eu d'évolution particulière. Il y a eu même, puisque vous demandez des chiffres précis, il y a eu une baisse de la demande d'asile cette année. On peut considérer qu'à la fin de l'année, elle va augmenter, vu la situation que nous connaissons. Ce n'est pas certain. Vous entendez ce qui s'exprime à travers oui. Monsieur Bonnet. Loudun, c'est très intéressant. D'abord, moi, je crois qu'il y a beaucoup de générosité partout, mais notamment dans les territoires ruraux. C'est sans doute là, je l'ai vu avec les maires des territoires ruraux, cette France authentique, là où il y a une grande partie de l'âme de la France, il y a toujours eu, cette tradition d'accueil. Mais une inquiétude aussi. C'est tellement vrai que l'un des élus les plus connus de ce territoire, de Loudun, je parle de Jean-Pierre Raffarin, qui est membre de votre formation politique, qui est comme beaucoup d'hommes et de femmes de ce pays, quel que soit son engagement politique, un homme aussi de cœur, a fait la proposition qu'on reçoive essentiellement ces demandeurs d'asile de Syrie dans les territoires ruraux. Donc il faut bien organiser les choses. Là, il y a un centre à Doma, les anciens foyers Sonacotra, qui pour la plupart vont être réhabilités, rénovés, pas pour accueillir uniquement les réfugiés, mais pour ceux qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, qu'ils soient français ou non. Le responsable de la Caisse des dépôts et des consignations, qui a en charge le financement de cet hébergement d'urgence, a rappelé ce matin qu'il engageait 2 milliards d'euros pour réhabiliter l'ensemble de ces foyers où vivent des Français, des étrangers, des citoyens qui sont en grande précarité et qui ont droit à la dignité. Mais là, dans ce foyer qui était désaffecté en grande partie, on accueille, oui, 70 à 80, 70, 80, 90 personnes. Donc c'est tout à fait maîtrisable. Mais il y a une autre question derrière. Si les 2 tiers sont déboutés, vous entendez ce que dit M. Bonnet, allez-y. Et voilà, on a ici un habitant d'une petite ville qui dit qu'est-ce qu'ils vont devenir dans notre ville où il n'y a pas de travail, où on risque de... Là, c'est pour examiner leur situation. De les voir abandonner à leur sort. Tout à fait. Nous sommes bien pour examiner leur situation. Et au bout d'une période, ceux qui ont droit à l'asile auront droit ensuite à un hébergement. C'est le droit d'asile qui se met en place. Et ensuite, la possibilité, avec un titre de séjour, de travailler. Ceux qui n'ont pas droit à l'asile, et c'est là où vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas une situation qui dure depuis 2014, ni depuis 2012, c'est une situation qui dure depuis des années. C'est pour ça qu'il fallait réformer l'organisation de l'accueil, de l'asile dans notre pays, et faire en sorte qu'on diminue les délais. On n'est pas encore à 9 mois, on était à 24 mois en moyenne, c'est-à-dire que parfois, c'était bien plus que 2 années, pour réduire à 9 mois, pour qu'on puisse examiner et qu'il y ait, en effet, ces reconduites à la frontière, parce que c'est ainsi qu'on fait vivre le droit d'asile. Un mot encore, M. Bonnet. Je reviendrai sur deux points. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode d'imposer à des territoires, tels que celui de Loudun, une petite ville de 7000 habitants, d'imposer sans la moindre concertation avec les élus locaux et la population? Première des choses, c'est l'une des questions que je vous pose. Et l'autre question, on n'est pas contre tout, on n'est pas contre accueillir quelques réfugiés, mais 90 dans une petite ville comme Loudun, je trouve que ça fait un effet de masse, ça fait beaucoup pour une ville comme Loudun. Alors, Manuel Valls vous répond. Accueillir dans quelques villages, ou même à Loudun, quelques familles, les propos de Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi pas quelques familles, à la marge, réparties sur tout le territoire. La nuance est là, Monsieur le Premier ministre. Je pense que la capacité de la France à accueillir sur 2 ans 30 000 réfugiés, 30 000 demandeurs d'asile, dans un pays de 66 millions d'habitants, avec le cœur, la générosité, la solidarité que j'évoquais, tout en maîtrisant, c'est tout à fait possible. Et c'est de la responsabilité de l'État
savez qu'il y en aura bien plus. C'est de la responsabilité de l'État d'organiser cet accueil en lien avec les maires. Et les maires, nous allons les aider. Ce sont ces 1 000 € par réfugié pour leur permettre d'investir, d'accueillir. C'est les moyens que nous avons dégagés, 529 millions, parce qu'il faut être précis, là aussi, d'ici la fin 2016, pour organiser cet accueil, et avec un message très important. Parce que je crois que c'était peut-être la question que vous alliez me poser il y a un instant, la crainte, le questionnement de beaucoup de Français qui disent « oui, de la générosité, oui, il faut accueillir les demandeurs d'asile, mais est-ce que ça ne va pas se faire au détriment de l'hébergement, du logement social ?» Du travail, c'est ce que vous étiez. Mais vous en faites quoi de l'espace Schengen? Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre. Vous en faites quoi de l'espace Schengen? Vous savez qu'il y a la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Et vous êtes en train Il y a de me près couper. d'1 demi-million de migrants qui sont rentrés. Vous annoncez 30 000 seulement. Vous savez bien. On va vous pas savez refaire qu'il y la en aura bien conversation de plus tout à l'heure, que Monsieur 30 000. Bonnet. Non, parce que moi, je crois en la capacité aujourd'hui de l'Europe, je crois qu'elle est en train de le démontrer, même si c'est extrêmement difficile, d'organiser cette aide, je le répète, à la Turquie, au Liban, à la Jordanie, d'organiser ces centres d'accueil et d'identification, il en faut plusieurs dizaines, en Italie et en Grèce, de faire en sorte que nos frontières soient enfin beaucoup plus sûres et beaucoup plus contrôlées, il faut des gardes frontières, et d'organiser ainsi ensuite la répartition. Et j'ai été très clair tout à l'heure sur ce qu'était la position de la France. Mais d'un mot, ce que vous disiez, Emmanuel Valls, sur, en gros, il y a beaucoup de gens qui attendent déjà un logement social, pour prendre l'exemple du logement. Eh bien là, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont leur passer devant, puisque c'est là-dessus que vous souhaitiez réagir. Le message, il est très clair. On ne prend pas, parce que j'entends ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de démagogie, d'utilisation des peurs, de cette situation de désordre. Moi, je comprends mes compatriotes. Quand ils regardent la télévision, les informations, ils voient ce flux. On essaye de pas non plus effrayer. Non, mais ils voient ce flux de migrants qui traversent dans des conditions épouvantables la Méditerranée, des pays qui parfois sont accueillis de manière odieuse. Ce qui passait en Hongrie est indigne de ce que sont les valeurs de notre pays, des barbelés, des familles qu'on a séparées, des gaz lacrymogènes qu'on a utilisés dans des conditions effrayantes à l'égard d'enfants, un discours en disant les réfugiés, ce sont tous des délinquants. C'est le discours du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Ça, c'est insupportable. Il y a une tradition d'accueil, il faut pleinement la respecter, mais il faut le maîtriser. Ce que nous faisons avec les communes, avec l'État, avec l'hébergement d'urgence qu'il ne faut pas confondre avec l'habitat social, en prenant des exemples, comme celui du foyer Adoma de Loudun, où 78 réfugiés aussi qui ont été accueillis, pour prendre un autre exemple, dans un monastère à Bonnel, dans les Yvelines. Vous voyez qu'il y a beaucoup des solutions. Et en Île-de-France, ce sont des bâtiments qui, pour la plupart, étaient désaffectés. Donc, non, on ne prend pas, que les choses soient très claires, aux Français ou à ceux qui vivent en France, on n'oppose pas les publics. Il n'y a pas cette concurrence des pauvretés. Et nous avons décidé, à la demande du Président de la République, de mettre dans ces 529 millions d'euros que j'évoquais d'ici 2016, des moyens pour rehausser l'hébergement d'urgence. L'hiver arrive, il y a les SDF, là aussi encore un cycle, mais d'ailleurs ce sont des situations de vie, on va très vite en parler, des gens qui sont dans la rue, dehors, qui peuvent mourir avec le froid dans quelques mois. Nous avons décidé, à la demande des grandes associations qui suivent ces questions-là, les moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre ceux qui sont déjà en difficulté, même si vous l'avez vu, la pauvreté diminue dans notre pays. C'est le seul pays d'Europe qui connaît ça, grâce à l'engagement qui est le nôtre depuis 2012 et le grand plan pauvreté et l'augmentation du RSA, parce que c'est ça aussi la dignité de ce gouvernement. Faire en sorte que les plus pauvres soient également aidés. C'est la solidarité. Ça n'a rien à voir avec l'assistanat. C'est ça qui est insupportable parfois dans notre pays. L'opposition entre publics. Donc, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. C'est la force, la dignité de la France que d'accueillir dans des conditions extrêmement maîtrisées ceux qui demandent l'asile. 30 000, j'ai rappelé ce chiffre. Plus. Merci à vous deux pour ces interventions intéressantes. Il s'y connaît déjà en politique. Il a du bagou, il ira loin. On ouvre la deuxième partie, justement, sur les résultats économiques de votre politique, Monsieur le Premier ministre, et on accueille François Langlais.